juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Hermano, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer quelqu'un avec qui j'ai eu quelques échanges sur LinkedIn. Il est venu commenter un de mes posts, et puis les posts d'un copain, et puis encore les posts d'autres copains. Puis je me suis rendu compte qu'il apparaissait souvent dans mon flux, et donc j'ai pris contact déjà pour le remercier d'avoir commenté mon post, et puis aussi d'en savoir plus sur lui parce qu'il avait l'air d'être un peu sportif, un peu engagé. Enfin bref, on va voir tout ça pendant cet épisode. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à Jonathan TD. Salut Jonathan. Salut Hermano, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Comme je le disais, il y a plein de choses à découvrir sur toi et à échanger, dont je voudrais échanger avec toi. Mais déjà, la première question de ce podcast, c'est toujours la même. Je demande à notre invité de se présenter. Donc dis-nous tout, qui est Jonathan TD? Alors, qui je suis? Comme tu l'as dit, Jonathan. J'ai aujourd'hui, demain presque, puisque ce sera le 23 décembre, 32 ans. J'habite à Saint-Étienne depuis presque toujours, puisque j'en suis originaire et ça va faire 2 ans et demi avec ma femme et mon petit garçon qui s'appelle Jules, qu'on est revenu dans le coin. Après avoir pas mal vadrouillé tous les deux, puisqu'on a vécu 2 ans en Corée du Sud et 2 ans à Zurich, en Suisse. Donc ça, c'est un truc qui me caractérise pas mal, justement, l'ouverture et la balade à plus ou moins grande échelle. Euh, voilà, si je suis là, c'est parce que je fais un peu de sport. Je pense que c'est quelque chose qui nous réunit. Je fais beaucoup de vélo, notamment du vélo de route, mais aussi du BMX, du VTT, voilà, tout ce qui va avoir 2 roues, et de la course à pied, puisque je fais surtout du trail et plutôt sur des distances entre 80, 100, 130 km cette année. Euh, et j'ai eu l'occasion de mettre les pieds dans un bassin aussi quelque temps, mais ça on va, je pense, en rediscuter. Voilà, je suis un petit peu touche à tout. Je fais beaucoup d'escalade aussi. Et quoi te dire? Eh ben, je suis aujourd'hui un professionnel de l'accompagnement puisque j'accompagne en individuel et en collectif, notamment dans le monde de l'entreprise, les personnes dans leur développement et dans leur recherche de performance. Et je me forme, puisque je suis aussi étudiant, à la préparation mentale cette année. Voilà, pour faire court, je pense que tu vas me poser des questions et qu'on va peut-être creuser certains éléments, mais Ah, voilà qui je suis. carrément. Je vais te poser encore plein de questions parce que c'était une présentation qui était concise, complète, mais pas si complète que ça. Alors, tu nous dis que tu fais pas mal de sport, du vélo, du trail. Euh, Quand est-ce que tu as commencé vraiment à faire du sport et à te dire que c'était un indispensable pour toi? Parce que 32 ans, bon, t'es encore, t'es au milieu de, tu vois, t'es plus tout à fait un jeune, alors t'es plus un ado, hein, mais t'es pas encore un vrai bonhomme bien mature. Qu'est-ce qui a fait justement que tu voulais enfin, que ta rencontre avec le sport t'a défini et peut-être va continuer à te définir encore? Je pense que c'est quelque chose qui s'est vraiment construit et ancré dans le temps. Euh, Parce que dans mon éducation, mes parents, c'est quelque chose qu'ils ont intégré très tôt. C'est-à-dire que le sport, ça fait partie d'une part de l'hygiène de vie, mais aussi d'apprendre à se connaître par le corps. Donc j'ai fait de la natation, du judo, du foot. Je suis passé par le foot. Euh, et vers les 10 ans, j'ai attaqué le BMX que j'ai pratiqué pendant plus d'une quinzaine d'années. Et je pense que c'est vraiment ce sport-là qui m'a vraiment fait mordre dans le sport. Et à la fois, comme je te le disais, le côté, voilà, apprendre à se connaître, se construire dans la pratique, mais aussi ensuite se construire dans la confrontation et dans la compétition, puisque j'ai pratiqué un petit peu tous les niveaux sans être particulièrement bon
ou percer, mais en tout cas, j'en ai fait très longtemps. Et c'est vers l'adolescence que le sport s'est vraiment ancré, puisque bah voilà, c'était le BMX ou le BMX, il fallait que j'aille au sport. Mes potes étaient là-bas. Je sortais de l'école, j'avais qu'une envie, c'était prendre mon vélo et aller à l'entraînement. Et pendant mes études, donc après le bac, bah, j'avais la voiture, donc j'étais autonome. Donc je pensais qu'un truc quand j'allais en cours, c'était voilà, jeter le vélo dans le coffre et aller à l'entraînement. Et bah, c'est là que ça s'est vraiment ancré. Et puis après, j'ai bougé un petit peu puisque je suis parti un an au Danemark. Je me suis entraîné là-bas avec l'équipe du Danemark euh, et c'est devenu complexe. Mais quand j'ai plus pu faire du BMX, il fallait que je fasse autre chose. Et rapidement, bah, étudiant, pas de sous, euh, bah, la course à pied est arrivée parce que la course à pied, à part une paire de baskets, on n'a pas besoin de grand-chose d'autre. Et voilà, c'est vraiment un truc, c'est un processus qui a fait que le sport s'est ancré dans mon quotidien et aujourd'hui vraiment dans le quotidien puisque je m'entraîne, en tout cas je pratique tous les jours. Alors attends, parce que euh, donc tu découvres le sport, notamment le BMX, ça te plaît, tu te mets à fond dedans, en plus de tes Mhm. études, avec une seule envie, c'était effectivement de mettre le BMX dans la voiture, et puis à chaque fois que tu arrivais quelque part, hop, tu ouvrais le coffre et tu sortais le BMX. Et puis, alors, je suppose que c'est pour les études que tu arrives au Danemark. Comment est-ce qu'on fait pour se retrouver à s'entraîner avec l'équipe du Danemark? Parce que tu vois, moi je rêve d'aller m'entraîner, que ce soit en triathlon ou autre, avec l'équipe de France, mais c'est pas du tout à ma portée. Donc comment on fait pour aller s'entraîner avec une équipe nationale? On rencontre les bonnes personnes, on a un coup de bol, ça se passe comment? Ouais, je pense que c'est un petit mélange de plein de trucs sympas, notamment bah, comme tu dis, le coup de bol, parce que géographiquement, ça l'a fait. Et puis, bah, un truc qui me caractérise pas mal, c'est du culot et tenter des trucs, contacter les gens quand je le sens. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que voilà, à cette époque, partir quelque part en me disant que je vais pas pouvoir faire du BMX, je l'envisageais pas trop. Et justement, quand pendant mes études s'est présentée l'opportunité de partir un an au Danemark, je me suis dit non mais faut que j'emmène mon vélo en fait. Euh, donc ça c'est le premier truc. Je me suis dit il faut que j'emmène mon vélo. Bon, après je me suis posé la question c'est comment je vais faire parce que c'est bien gentil de l'emmener si je peux pas rouler. Et en fait il se trouve que euh, à une quarantaine de kilomètres de la ville où je faisais mes études, il y avait une piste de BMX et un club qui se trouvait être le club dans lequel bah, s'entraînait l'équipe du Danemark. Et donc j'ai trouvé qu'il y avait une liaison en train qui pouvait vraiment me rapprocher. Donc je mettais mon vélo dans le train, je descendais du train et il me restait, je sais pas, 5-6 kilomètres à faire pour arriver jusqu'au club. Bon, en BMX, c'est pas hyper confort hein, sur la route, mais bon, quand on, quand on est motivé, on le fait. Et il y a eu ce deal justement avec le club parce que bah, j'étais étudiant, j'avais pas beaucoup de sous, où en fait eux me payaient mes frais de transport, donc le train, et moi en retour, bah, j'entraînais un groupe de jeunes. Donc pour eux c'était un peu bénéf parce que je leur coûtais pas grand-chose, et en plus bah j'entraînais en anglais, donc les jeunes profitaient de ça. Moi ça me faisait pratiquer l'anglais, eux aussi. Donc en fait c'était hyper chouette. Et, euh, et ouais, c'est fait par des contacts un peu au culot, en fait. Et qu'est-ce qui fait que bah, cette histoire-là, elle est devenue un peu compliquée, pour reprendre tes termes, et puis que tu te sois plutôt orienté sur la course à pied, parce que bah, il y avait aussi l'aspect financier, tu l'as dit, mais j'imagine qu'il n'y avait pas que ça. T'aurais pu aussi ne rien faire, t'aurais pu aller marcher, je sais pas, Hmm. te trouver une paire de bâtons et puis faire de la marche nordique au Danemark, ça doit se faire quand même un petit peu. Enfin, qu'est-ce qui a fait que du BMX que tu laisses au garage ou au fond du salon, enfin, ou au fond du studio, à côté de ton lit dans ta chambre d'étudiant, tu passes à la course à pied. Bah, rapidement, tu vois, quand je t'explique tout ça, ça sent quand même, ça sent fort la contrainte. Parce que c'est vrai que prendre le train, prendre le vélo, débarquer là-bas. Après, bon, en plein hiver au Danemark, je te cache pas qu'il fait pas très chaud. Euh, donc, plein de petites contraintes qui s'accumulent, qui font que, en fait, ça me coûtait cher un peu mentalement d'y aller. Et je me suis dit, il faut peut-être faire autre chose.
Et bon, j'allais à la salle, je m'étais fait des potes, mais moi j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin d'être dehors. Et euh, et du coup, bah, je me suis dit pourquoi j'irais pas courir, bien que jusque-là, je m'étais dit mais c'est pour les fous, jamais de ma vie je vais courir. Moi, je suis bien sur un vélo. Et j'ai tenté le coup et je me suis mis un petit peu de régularité là-dessus. Et c'est resté tranquillement. Je pratiquais un peu le CrossFit à côté et en fait, bah, je me suis rendu compte que l'un servait l'autre et vice-versa. Et quand je suis rentré du Danemark, je me suis retrouvé entre la Savoie et la Haute-Savoie, puisque j'ai fait une licence pro, j'étais en alternance chez Wedze, donc la marque de ski de Décathlon, qui est basée en Haute-Savoie. Et mon école était à Chambéry. Et bah, quand tu te retrouves à vivre au pied du Mont Blanc, en plein milieu de la Haute-Savoie, et que tu aimes bien être dehors, rapidement, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été appelé en fait par la montagne et par l'envie de découvrir par moi-même. Et du coup, bah, la course à pied est devenue le trail. Et ouais, voilà, c'est aussi simple que ça en fait. C'est finalement une suite, enfin un enchaînement logique. En tout cas, aujourd'hui, ça me paraît logique. Ouais, c'est aussi simple que ça. La course à pied est devenue trail, et j'imagine que le trail est devenu ultra trail aussi. Ouais, alors le trail est vite devenu un peu plus long. Après, j'ai vite compris aussi en augmentant les volumes qu'il allait falloir du temps et que le corps avait besoin de s'adapter. Et j'ai fait des phases où j'augmentais vachement les kilomètres, puis je redescendais parce que envie de courir. Je suis pas particulièrement un bon coureur, mais moi j'aime bien courir, me déplacer vite. Et c'est vrai qu'en montagne, et surtout plus c'est long, bah, plus la moyenne bah, elle baisse, c'est logique. Mais Et souviens-toi de l'adage, hein, plus c'est long et plus c'est bon, hein. ouais, il paraît. Mais pour le coup, c'est vrai, parce que je me retrouve là-dedans. Mais plus ça va vite, plus je sais pas ce que pourrait être l'adage, mais en tout cas, ouais, voilà, moi le kiff, c'est quand ça va un peu vite aussi, euh, et que les kilomètres ils défilent. Et donc je suis vite revenu sur des courses, voilà, 40, je pense que 40-70 kilomètres, tu vois, c'est une fourchette qui me va bien. Même si j'ai fait du 100 kilomètres en montagne, même si cette année j'ai fait 135 kilomètres. Euh, c'est chouette, mais j'aime bien quand ça court, quand ça va vite. En tout cas, d'avoir moi la sensation d'aller vite et pas de me dire, de me retourner et de me dire j'ai passé une journée à 5 kilomètres heure et sans dénigrer ça parce que c'est juste des efforts de fou, hein. Mais ouais, je pense que j'ai besoin qu'il y ait du rythme en fait. Bon, du rythme, quand tu pars sur un 100, 130, 170, t'en as quand même. Pas tout le temps, mais t'en as quand même. Et Oui, c'est oui, justement la beauté de ce sport. C'est aussi la gestion de l'effort. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans le triathlon. En parlant de triathlon, on va y revenir, mais pas tout de suite. Tu disais que tu avais pas mal vadrouillé aussi entre donc la France, le Danemark, la Suisse. Tu as bougé un petit peu en France avant de te poser à Saint-Étienne. Là, on enregistre, on est 3 jours après la Saint-Élion. Est-ce que t'étais dessus cette année? Est-ce que tu l'as déjà faite? Est-ce que tu as juste encouragé les potes? Comment ça s'est passé pour toi? Comment ça se passe de vivre à Saint-Étienne quand on est un sportif amoureux de la nature? alors, pour répondre à ta dernière question, comment ça se passe de vivre à Saint-Étienne quand on est un sportif amoureux de la nature? Honnêtement, ça se passe super bien. Parce que euh, moi, ce que je préfère à Saint-Étienne, c'est ce qui se passe autour de la ville. J'aime beaucoup la ville, j'y suis attaché, mais ce que je préfère, c'est ce qui se passe autour. Parce qu'en fait, quand tu habites à Saint-Étienne, en 5 minutes, 10 minutes de voiture, t'es dans la campagne, presque dans la montagne. Donc en fait, tu t'as pas les contraintes de la grosse ville où c'est galère pour s'en extirper entre guillemets. Donc ça, c'est hyper chouette. Et il y a du vélo, il y a de la course à pied, il y a tout plein de sports collectifs. L'hiver, quand on a de la chance qu'il y ait un peu de neige, on peut faire du ski de fond en 20 minutes de voiture. Euh, donc ça, c'est hyper chouette pour un sportif qui aime la nature. Et après, pour la Saint-Élion, quand je me suis mis à la course à pied, j'étais à dire ouais, je la ferai jamais, c'est trop gros, c'est trop business, il y a trop de monde, c'est compliqué. Et en fait, bah ouais, quand tu habites à Sainté, c'est c'est la grosse fête de la course à pied, quoi. Donc
tu te retrouves, enfin, presque obligatoirement à la faire aussi par la multiplicité des formats. C'est-à-dire que si tu peux pas faire l'intégrale, il y a un jour où tu te retrouves avec des potes et soit dans le défi, tu te dis je vais le faire on va se faire un relais, soit tu es là pour la compète. Et en fait, moi, il s'est trouvé, la première fois que j'ai participé, c'était ça, entre potes, allez, on se fait un relais. Donc un relais à quatre. Donc un beau moment partagé. Et la deuxième fois que je l'ai faite, à la veille de partir en Corée du Sud, donc notre premier grand départ avec ma femme, j'avais fait une saison sympa et en fait on arrive fin d'année et c'est vrai que quand t'es fin novembre et que t'as envie de faire une course, parce que moi l'idée c'était faut que je refasse une course avant de partir, tu regardes le calendrier, tu te dis en fait il y a plus grand chose. Et la Saint-Élion est apparue un peu en plein écran et je m'y suis inscrit 15 jours avant. Euh, J'en ai rêvé pendant 15 jours parce que j'avais jamais couru plus de 40 kilomètres. Et en fait, c'était juste un truc de dingue. Il faisait moins 12 au départ. Il y avait 30 centimètres de neige à Sainte-Catherine. Et ça a été juste épique. Et en fait, la Saint-Élion, c'est ça. Je pense que tu fais pas la Saint-Élion pour te dire je vais faire juste une course de 75 bornes. Tu te dis j'ai envie de vivre un truc débile, un truc fou, un truc où je vais sortir de ma zone de confort autrement que par l'effort en lui-même. Et cette année, je l'ai suivi d'assez près, même si j'étais pas sur les chemins. Mais ça a l'air d'avoir été assez épique aussi, parce que j'ai plein de potes qui l'ont fait et j'ai pris beaucoup de plaisir à les suivre, en tout cas sur le live et sur Lifetrail. Et, et c'est un peu l'impression d'être aussi sur la course, quoi, parce que c'est à la maison, les chemins, je les connais. Les copains qui sont sur les chemins, je les connais. Donc, en fait, j'ai presque l'impression de l'avoir faite aussi cette année, tu vois. Bah, c'est vrai que c'est quand même une course mythique pour les trailers, même si on n'est pas vraiment sur du trail. Hein, la Synthé, y a pas que du chemin de trail. Après, j'ai quelques copains qui l'ont faite, qui ont dit qu'effectivement c'était mythique cette année. Pas tellement pour toute la boue, mais surtout pour les conditions climatiques, le froid, le verglas. J'ai même des copains qui ont fait, parce qu'ils en avaient pas assez du 75, ils ont fait la Lyon. Saint-Lyon et donc la première Ouais, partie se fait 2 journées, donc ils vont de Lyon à Saint-Étienne, 75 bornes. Il paraît que le temps était juste magnifique, la météo était splendide. Ils ont couru dans une nature qui avait revêtu son manteau blanc. C'était juste splendide. Et puis après petite sieste et le retour sur la Saint-Élion cette fois-ci avec tous les autres. Et là c'était plus le même délire, mais j'ai quand même quelques copains qui ont pas mal performé, qui se sont bien amusés là-dessus, donc on leur fait un petit coucou. Comme tu te dis, vivre ça par procuration, en suivant les copains, ça donne un petit peu l'impression de la vivre. Dans ton parcours de sportif, il y a d'autres choses que tu as vécues et véritablement vécues pour le coup, que tu n'as pas suivi de loin. Mais tu nous as dit, encore une fois, que tu as pas mal voyagé. Est-ce que à chaque fois que tu as voyagé, que ce soit au Danemark, on l'aura compris, tu as fait du BMX et puis tu as découvert la course à pied et même le trail, mais en Corée, en Suisse, maintenant de retour en France et en particulier à Saint-Étienne, est-ce que tu as toujours pratiqué du sport? Quel type de sport tu as pratiqué? ouais, bah écoute, tu vois, depuis mon premier voyage, entre guillemets, qui était le Danemark, où la course à pied s'est un peu imposée, en fait, c'est pour moi un vrai moyen de découvrir et ouais, de prendre, comment dire, de prendre contact avec les endroits où je suis. Donc finalement, la course à pied, c'est vraiment présent tout le temps. Et, euh, et en fait, ça m'a laissé plein de souvenirs. Donc, tu vois, la Corée, la Suisse et tous les endroits en fait où j'ai pu mettre les pieds, où je suis parti en vacances. Je sais que si je vais chercher bien loin dans Strava, je peux retrouver des petites traces sympas. Tu vois, je te donne des exemples. Euh, on est allé aux Philippines, je suis allé en Chine. Enfin, partout où je vais, il y a une boucle en course à pied. Depuis que j'ai découvert Strava et même toutes les applications de cartographie et puis qu'on peut mettre des cartes, enfin un tracé sur la montre. Partout où je vais, il y a une petite trace qui me permet, en fait, qui me permet surtout d'aller découvrir avec un regard différent l'endroit où je suis.
Et j'ai même souvent beaucoup de plaisir à dire à ma femme, tiens, il faut que je t'emmène là, faut qu'on retourne à cet endroit. J'ai vu un truc encore ce matin. Ouais, c'est un vrai moyen de me déplacer en fait aujourd'hui et de découvrir. Donc le sport est présent dans mon quotidien, que je sois à la maison en France et à Saint-Étienne, ou en fait que je sois n'importe où. Bon, après, t'as quand même fait 8 ans chez Decat, donc effectivement, le sport est un peu présent chez toi, ça se sent. Euh, alors c'est marrant, tu dis que maintenant qu'on peut mettre de la cartographie dans la montre, c'est une fonctionnalité que tu utilises beaucoup, parce que moi, en clair, quand je vais découvrir, j'y vais. Alors oui, j'ai la montre pour plus pour avoir le suivi et pour la mémoire, pour que ça remonte dans Strava, comme on dit, hein, si c'est pas dans Strava, ça n'existe pas. Mais j'utilise peu la cartographie. La seule fois où je l'ai vraiment utilisé, c'était cet été pour mon défi, et ça m'a un petit peu sorti aussi de cet aspect profiter de la nature. Je pense que tu es dans une autre forme de concentration. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu utilises vraiment très souvent, notamment quand tu pars à l'étranger? Ouais, moi je suis un gros geek de la carte, je crois. Euh, j'ai besoin de, tu vois, presque des fois, en fait, d'aller explorer avant d'aller explorer. En fait, je suis sur la carte et je regarde et je me dis, tiens, on dirait que là, il y a un chemin. Bien souvent, je force un petit peu, tu sais, parce que sur Strava, quand ça te propose des trucs un peu automatiques et moi, je vois que ça a l'air de passer, bah, je mets le mode manuel et je fais tracer au milieu du champ, au milieu de, parce que je me dis, ça a l'air sympa de l'autre côté. Donc c'est vrai que je fais beaucoup ça et c'est aussi un moyen, entre guillemets, de me sécuriser parce que quand tu te retrouves dans un pays où tu connais pas la langue, tu connais rien, tu t'es même pas sorti de la ville, tu sais pas où tu vas. Je reconnais que c'est un moyen de me dire ça va, je sais que je vais rentrer. Ça doit certainement rassurer ma femme aussi parce que je suis toujours rentré et ouais et puis ça ouais c'est une habitude que j'ai prise et je le fais souvent. Euh, Ça me permet aussi d'éviter, enfin d'optimiser. Tu vois, on parle d'optimisation, mais c'est vrai que bah, maintenant avec un petit et puis voilà une vie à deux, c'est toujours important pour moi d'optimiser le temps que je prends pour moi, mais aussi de m'assurer que bah, ma balade qui devait durer 1 heure, elle en dure pas 3 parce que je me suis paumé et que je suis bien là pour le petit déj et pour partager du temps à la maison. Donc c'est vrai que c'est un bel outil moi que j'utilise beaucoup et en particulier que j'utilisais beaucoup à l'étranger, euh, qu'est la cartographie et le guidage sur la montre. C'est des bonnes excuses. Je vais peut-être commencer à Et, regarder de plus en plus. et en même temps, tu vois, pour compléter, euh, ça me permet de profiter d'autant plus. Tu vois, tu me disais que toi, le fait de pas avoir la carte, tu profites à fond. Et en fait, moi, je pense que je profite à fond parce que euh, je sais que je vais pas me perdre. Donc en fait, mon esprit, il est vraiment à voir ce qu'il y a autour de moi. Et la montre va me ramener à la maison et je découvre quoi. Je valide ta proposition. Je vais l'étudier en y travaillant un petit peu plus. C'est vrai que ça pourrait aussi permettre de changer un petit peu les habitudes, parce que parfois quand on n'a pas forcément de plan d'entraînement qui sont établis, et ben on se dit je mets les chaussures et puis je vais courir sur la ligne droite ou là où j'ai l'habitude de sortir. Et puis finalement, bah, sortir la carte, ça peut aussi permettre d'aller découvrir d'autres choses. Il y a plein d'outils, il y C'est a ça. Strava, quand on utilise Garmin, il y a Garmin qui le fait. On peut utiliser d'autres outils comme Open Runner ou comme d'autres encore qui permettent finalement de paramétrer aussi bah, le dénivelé, la distance, le temps, etc. D'ailleurs, Mm. pour la petite anecdote, le coup de se perdre en partant courir pour 1 heure et qu'au final ça dure plusieurs heures, ça m'est déjà arrivé. Et puis mon épouse me dit à chaque fois quand je pars sur des projets un peu longs ou d'aller découvrir, elle me dit surtout tu m'appelles pas pour que je vienne te chercher parce que ça va encore être la galère. Donc tu vois, moi je suis de l'autre côté de la barrière dans tous les niveaux. J'hésite à partir direct sur la partie triathlon, mais je vais rester un petit peu sur toi, ta pratique du sport, tes voyages, etc. Tous ces voyages, ça te permet de découvrir des gens, des cultures, des choses différentes, d'avoir des expériences exceptionnelles, que ce soit seul ou avec ton épouse maintenant, et avec le petit aussi. Malgré tout, bah, ça engendre un certain impact carbone. Du coup, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, et puis peut-être qu'on peut switcher aussi sur ce que tu fais maintenant, sur ton activité maintenant. Mm. Tu vois, c'est pour te mettre un peu en porte-à-faux par rapport à tout ça. Bah écoute, c'est un vrai sujet.
C'est un vrai sujet. Après, moi, je suis content dans un sens où à chaque fois que je suis parti quelque part et qu'on est parti quelque part, c'était vraiment pour s'y installer. Euh, donc, tu vois, on a passé 2 ans en Corée du Sud. On est rentré chacun peut-être une ou deux fois. Euh, et notre volonté, c'était vraiment de s'y installer et de vivre comme les locaux, avec les locaux et à leur manière. Et pas, voilà, d'être là pour du zapping, entre guillemets, et se dire on fait des allers-retours, on s'intègre pas pleinement. Ça a été un peu la même chose quand on habitait en Suisse. Et c'est pour ça, tu vois, typiquement que on n'a pas nécessairement eu une vie de frontalier, mais qu'on s'est installé à Zurich, comme tout le monde, et avec les locaux. Euh, Après, une fois qu'on a été sur place, tu vois, j'ai jamais pris autant les transports en commun que quand on vivait à Séoul, où je me déplaçais même en vélo. J'allais au magasin parce que je bossais chez Decathlon à ce moment-là. Le magasin était à 60 bornes de chez moi. J'y allais en vélo. Il y a eu des jours où je faisais l'aller-retour quand il faisait moins 12 degrés, et j'avais un plaisir de fou à faire ça. Et en fait, quand je te disais tout à l'heure, je vois vraiment le sport comme un moyen de déplacement. Euh, c'est la vérité. Et quand on habitait à Zurich, j'ai vécu pendant 2 ans en vélo, c'est-à-dire que la voiture était au garage et elle nous permettait vraiment ponctuellement de faire l'aller-retour entre Saint-Étienne et Zurich, même si on y a vécu pendant le Covid, donc on n'a pas fait beaucoup d'allers-retours, hein, je te le cache pas, parce que la frontière était assez opaque. Et ouais, un plaisir de fou à pas prendre la voiture et à trouver des solutions alternatives justement de déplacement. À aller au magasin en vélo, à revenir en courant. Le lendemain, y retourner en courant et revenir en vélo. Euh, et en même temps, c'était pour moi une façon de vraiment valoriser ce temps de déplacement, justement, qui devenait aussi un temps d'entraînement, ou en tout cas un temps de pratique, et pas un temps de stress et d'énervement derrière un volant dans les bouchons ou à attendre le feu vert. Et, euh, et dans notre retour justement en France et notre implantation à Saint-Étienne, ça a vraiment fait partie du schéma qu'on avait dessiné. Le but, c'est d'avoir à se déplacer le moins possible au quotidien. Donc de trouver une crèche qui soit le plus près de la maison, la maison qui soit le plus près des transports en commun si possible, avoir un vélo. Dans notre budget d'achat de la maison, il y avait le vélo cargo pour pouvoir emmener le petit à la crèche et puis aller faire les courses, et éviter d'acheter un deuxième véhicule, puisqu'en fait le vélo cargo est notre deuxième véhicule. Donc c'est pas un sujet dont on parle au quotidien et un sujet j'allais dire de préoccupation quotidien chez nous, euh, mais c'est quelque chose qui fait partie de notre vie et dont on se soucie, et qu'on essaye en tout cas au maximum d'intégrer, même si c'est pas tous les jours hyper simple. Et c'est vrai qu'on a une vraie volonté en tout cas, à voyager peut-être un peu plus localement, moi à me déplacer au maximum en vélo. Tu vois, je peux te donner un exemple qui est une anecdote, mais qui est vraiment sympa, et j'ai eu un plaisir de fou à le faire, puisque j'ai une de mes petites sœurs qui bouge pas mal et qui a pas mal bougé, et qui a vécu pendant 1 an et demi à Hambourg. Donc Hambourg, pour les, pour les moins géographes d'entre nous, c'est tout au nord de l'Allemagne. Il y a en gros 1 200, 1 300 kilomètres pour y aller. Et l'année passée, j'avais le projet de monter la voir. Sauf que j'avais une semaine, 10 jours, et ça m'embêtait de prendre l'avion pour faire l'aller-retour. Je me suis dit comment je peux faire. Et en fait, premier réflexe, comme d'habitude, j'ai ouvert Strava, j'ai mis le point de départ sur ma maison et j'ai mis un point d'arrivée sur la sienne pour voir ce que ça faisait en vélo. Et ça faisait 1 300 bornes, et je me suis dit en fait, je vais monter en vélo et je redescendrai en train. Et en fait, ça m'a éclaté et j'ai mis les pieds en Allemagne pour la première fois, en tout cas les roues. Et j'ai traversé un pays que je connaissais pas en vélo, et c'était hyper chouette. Et en fait, voilà, je me rends compte qu'il y a plein d'autres moyens de se déplacer et de voyager, et on profite beaucoup plus
de ce qu'on est, de son corps, et en plus, on se déplace un peu moins vite et on profite plus de ce qui nous entoure. Donc ouais, je suis pas un militant tu vois, de ce que tu as évoqué, c'est-à-dire l'empreinte carbone, tout ça. Honnêtement, je l'ai jamais mesuré. Par contre, j'essaye à mon échelle de contribuer à l'effort collectif. La théorie du colibri. Tu es le petit colibri de l'effort Ouais, collectif. c'est ça. Je pense qu'on a fait un bon tour là sur toi. On commence à bien saisir le personnage. Quand on échangeait, tu me disais, je te cite, je ne m'assume pas trop comme triathlète, même si ça m'est arrivé de faire un triathlon long par inadvertance. Et en plus, tu m'as dit lequel. C'est pas le genre de triathlon déjà que tu fais par inadvertance. Et puis en plus, un triathlon aux distances Ironman. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur cette expérience? Mais quand je te dis nous en dire plus, c'est vraiment qu'est-ce qui t'a amené à aller là, quelle est cette inadvertance qui t'a fait poser un pied sur ce sol-là, et puis après on détaillera un petit peu, mais voilà, ce qui m'intéresse aussi c'est de savoir comment tu t'es préparé, qu'est-ce que tu as ressorti ou plutôt ressenti pendant cette expérience, qu'est-ce que tu en as ressorti, quels conseils tu pourrais donner à des gens qui voudraient eux aussi par inadvertance monter sur un triathlon long, voire un des plus difficiles dans le coin. Enfin bref, voilà, le micro est à toi, raconte-nous tout Jonathan. Yes. Bon, t'as vu, quand tu me lances sur un sujet, il faut presque m'arrêter, hein, donc hésite pas à m'arrêter. Vas-y, on a Euh, encore une heure là. ouais, quand je dis que je m'assume pas triathlète, en fait, c'est simplement parce que au quotidien, je le suis pas. C'est-à-dire que moi, je fais du vélo et de la course à pied, et, euh, et honnêtement, la natation, et en tout cas l'eau, j'ai un rapport quasiment, enfin historiquement quasiment phobique à l'eau, parce que quand j'étais gamin, je me suis fait peur, voilà. Euh, et en plus, j'ai pas une constitution qui est très favorable à la natation, même si je suis convaincu que le corps s'adapte. On peut rester un instant sur Euh, la peur que tu t'es faite quand tu étais jeune. Je pense que ça peut ouais, inspirer aussi certains de nos auditeurs. bah déjà, même si tu vois, ça fait partie des sports que j'ai vite balayé, mais j'ai fait un peu de natation quand j'étais petit. En tout cas, j'ai appris à nager au club de natation du coin. Mais c'est pas un truc que j'ai nourri et un gros intérêt que j'ai. Et en fait, quand j'étais ado, pendant les vacances, je suis allé nager avec un pote que je m'étais fait au camping, qui lui habitait au bord de la mer et était hyper à l'aise. Et en fait, on est parti, tu vois, dans les cailloux avec le masque et le tuba. C'était hyper chouette. Moi, je le suivais. Et en fait, au bout d'un moment, je le vois plus. Et je relève la tête et je vois qu'en fait, je suis hyper loin du bord. Et, Et donc là, je panique un petit peu et j'ai conscience que j'ai pas des grosses compétences de nageur. Et ça a été hyper galère pour moi de revenir sur la plage. Donc je me suis beaucoup laissé déporter, emporter, je sais pas comment dire. Et ça a été une vraie grosse galère. Et je suis arrivé sur la plage, mais vraiment choqué et exténué. Et j'étais à 500 mètres de là où étaient mes parents. Donc en plus, il a fallu que je retourne les voir. Et eux étaient un peu en panique parce que ça faisait un petit moment que j'étais parti. Et de là, j'ai pris conscience que j'étais pas un grand nageur. Et en plus, c'est resté. Et ouais, j'avais, en tout cas, j'avais pas confiance en moi dans l'eau. Et, euh, et j'ai jamais cherché, en tout cas, à aller contre ça. Donc, faire le T'avais con, quel âge à ce moment-là? ouais, une quinzaine d'années. Donc, c'est vrai que faire le con dans l'eau, dans la piscine, faire la plus grosse bombe, dois sauter de 15 mètres dans les gorges de l'Ardèche, tout ça, moi, pas de souci. Par contre, quand il faut nager un peu loin du bord, là, c'était presque peur panique et je me suis retrouvé, tu vois, à faire du canoë ou du kayak euh, en mer, tout ça. Et ouais, c'était presque phobique. J'étais vraiment pas bien, à en être presque malade. Donc déjà, il y a ce rapport-là. Et en plus, tout le monde me disait, ouais, tu fais du vélo, tu cours, ouais, tu vas bien faire du triathlon. Donc, plus on nourrit ce truc, presque, tu vois, vous m'emmerdez avec votre triathlon, laissez-moi sur mon vélo et dans mes baskets. Ah, c'est une bonne idée, c'est Donc bien de venir raconter ça sur le podcast Devenir triathlète. Mais voilà un peu l'histoire et tu vois, et j'enlève vraiment ce qu'il y a au milieu et je te parle d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je ne nage plus
Tu vois, j'ai fait ce fameux triathlon dont tu parles. J'ai repris mon abonnement à la piscine. J'y suis retourné 2 fois et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais en fait? Pourquoi j'y vais? Et j'ai pas trouvé la réponse en fait. Et c'est pour ça que je me suis dit, ça sert à rien de forcer le truc. J'y retournerai le jour où j'aurai envie. Mais c'est pour ça que voilà, aujourd'hui, quand je te dis que je m'assume pas triathlète, c'est parce que dans ma pratique, je le suis pas. Je fais du vélo, de la course à pied et pas de natation. Maintenant, pour te raconter un peu l'histoire et l'inadvertance, en fait, quand on est rentré de Suisse, j'ai fait une belle coupure, une grosse coupure, où j'ai arrêté de bosser, de m'entraîner, alors que j'avais jamais arrêté vraiment j'ai jamais fait de grosses coupures. J'ai jamais arrêté de travailler depuis que j'ai 16 ans, dès qu'il y a des vacances, tout ça. Et en fait, ça a fait un peu trop de trucs qui s'arrêtent en même temps et mon corps, il a pas trop compris. Et je pense que mon cerveau a pas trop compris non plus. Et quand j'ai repris, certainement un peu trop vite, je me suis blessé. Et c'était une blessure que j'arrivais pas trop à expliquer, le médecin du sport non plus, le kiné non plus. Donc ça a pris un peu de temps et je me suis dit, bah, comme je peux plus courir, je peux faire un peu de vélo, mais c'est l'hiver. Enfin, c'était la fin de l'hiver. J'ai dit, bah, je vais essayer d'aller nager parce que tout le monde m'a dit que c'était bien, qu'en plus ça fait un peu le gainage, tout ça. Je vais essayer d'aller à la piscine. Voilà, c'est plutôt ça. Je vais à la piscine. Moi, j'allais pas nager, j'allais à la piscine. Tu vois, le niveau T'allais auquel barboter, quoi. j'assumais. Patauger. Non, mais c'est ça. J'assumais même pas de dire que j'allais nager. J'allais à la piscine. Première fois, bassin de 50 mètres. euh, et là, je me dis, waouh, dans quoi je me lance? Première longueur, j'arrive au bout. Je me suis dit, je vais mourir parce que j'étais en apnée totale, asphyxié complet. Et je suis un peu une tête de mule et je me suis dit, ça me fait chier d'en rester là quand même. 50 mètres dans cet état-là, ça me fait chier d'en rester là et je me suis dit, bah, je vais regarder s'il n'y a pas des plans sur Internet, des trucs pour essayer de nager. Et en fait, je me suis tenu à ça pendant quelques temps et je me suis surtout dit, je me connais, je peux toujours pas courir. Par contre, ça va revenir. Par contre, je peux faire du vélo. Euh, Faut que je me mette un objectif. Et dans toute bonne demi-mesure, bah, j'ai regardé des courses au format Ironman, parce que je me suis dit, le format en vélo, je le maîtrise, le format en course à pied, je le maîtrise. Euh, la natation, si je m'y mets un peu, je devrais arriver à finir le truc. En plus, il paraît qu'on a le droit de mettre une combinaison, et la combinaison, ça fait flotter. Enfin, tu vois, le raisonnement, c'était ça, quoi. Et c'est parti de là. Un objectif. Et l'objectif en question, c'était bah, du coup le Bearman, qui est un X Ironman, je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça, un X Ironman qui se court dans le dans le bas des Pyrénées, pas très loin de Perpignan. Euh, c'est quoi, mi-septembre. Donc en plus, j'avais le temps, on était début mars, mi-mars, et je me dis, bon, mi-septembre, ça laisse 6 mois. Euh, je devrais pouvoir recourir d'ici là et j'aurais fait quelques longueurs en natation. Voilà d'où c'est parti. Le mec, il se dit, tiens, faut que je conjure le sort, que je me mette à nager, que je me remette à faire du vélo, et puis je vais aller faire le Beerman. Alors Beerman, pour ceux qui connaîtraient pas, qui auraient pas suivi, c'est un triathlon assez compliqué. Comme tu dis, un X Ironman, c'est un triathlon format Ironman, mais plutôt format cross, plus que route. Et puis qui est organisé par la famille Laidlaw, dont Sam Laidlaw est le dernier champion du monde sur la distance Ironman. Et on a rediffusé d'ailleurs dans l'épisode 298 les épisodes qu'on avait enregistrés avec Sam au début du podcast. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus sur Sam et un petit peu sur le Beerman, eh ben allez, hésitez pas à aller écouter ça. Alors Beerman, c'est pas écrit comme beer, la bière, hein, c'est plutôt bear comme l'ours. Donc moi j'aimerais quand même bien revenir sur le gars qui se dit tiens, il faut que je me mette un challenge, je vais me balancer sur un Ironman et puis tant qu'à faire le Beerman.
Comment ça a été au niveau de ta prépa natation? Parce qu'on l'aura bien compris, c'était quand même le gros point noir, pas uniquement par manque d'entraînement, mais aussi avec un peu cette phobie de l'eau. Donc, comment est-ce que tu as pu t'entraîner et progresser en natation? Alors, comment j'ai fait? En fait, déjà, dans le raisonnement, moi, je suis quelqu'un qui découpe vachement. Et tu vois, je te dis, pour faire l'Ironman, je me suis dit, bah, 180 km en vélo, je sais faire puisque je fais de l'ultra en vélo et que j'avais un ultra qui était prévu dans l'année. Je me dis, la course à pied, bah, 40 bornes en trail avec 2000 de D+, je sais faire, je l'ai déjà fait et ça va le faire. Et du coup, bah, voilà, faut que je me concentre sur la natation. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit déjà, il va falloir y aller 2 ou 3 fois dans la semaine. Parce que j'ai la conviction que si je m'y mettais régulièrement, si je bouffais, si je bouffais des longueurs, pour parler comme ça, bah, j'allais m'y habituer. Et en fait, j'allais prendre euh, confiance en fait dans l'eau. Et l'idée, c'était ça. C'était pas de devenir un bon nageur. C'était de devenir quelqu'un qui est à l'aise dans l'eau. Et pour ça, en fait, bah, j'ai trouvé des plans d'entraînement, des trucs, parce que moi, il fallait absolument que ce soit varié. Si j'allais à la piscine et que je faisais 2000 mètres en crawl sans m'arrêter, j'ai l'impression d'y rester 10 heures dans l'eau. Donc du coup, je me suis fait des séances un peu fractionnées, un peu, voilà, des nages à une bras, le pull boy, du dos, de la brasse, voilà, varié. Et voilà, pour bouffer des longueurs. Et c'était vraiment ça. Et j'y allais, ouais, 2, 3 fois par semaine. Et je me suis dit, comme le vélo et la course à pied, c'est validé, il faut que je valide la natation. Et donc, il faut que je me trouve un truc qui fera la longueur, au moins la longueur de la natation et qui soit en eau libre. Et mon meilleur pote, avec qui je cours et avec qui je fais beaucoup de vélo, il habite au pied du lac d'Annecy. Et j'avais vu que le 15 août, pour son anniversaire, puisqu'il est de cette période-là, que le 15 août, il y avait une course de natation en eau libre qui s'appelle la traversée du lac d'Annecy. Et je me suis dit, bah, nickel, 5000 mètres, ça fait plus que les 3800 mètres de l'Ironman. Donc en fait, si je valide ça bah, un mois avant la Berman, c'est bon, j'ai tout coché. J'aurais plus qu'à tenir, à, à continuer de m'entraîner tranquille pour. Je sais que c'est validé. Et donc le délire, ça a été ça en fait. Et du coup, nager régulièrement pour préparer ce truc-là. J'avoue que ça a été un beau challenge, même si je remettais toute ma confiance dans ma combinaison. Parce que pour moi, on m'avait dit la combi, tu vas voir, ça flotte, c'est nickel. Donc, j'ai jamais nagé en eau libre jusqu'à traverser du lac d'Annecy. Sachant que le 15 août l'année passée, le lac était à 24 degrés. Donc, ils avaient annoncé qu'il n'y aurait pas la combi. Et donc là, je me suis dit la veille, ouais, ça va être compliqué. Et en fait, il y a eu plein de vent dans la nuit. Et le matin, ils prennent la température 23,8. J'ai dit, c'est bon, je suis sauvé. Et donc j'ai passé 2 heures la tête dans une machine à laver, hein, parce que voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, et c'était mon cas avant, bah, la natation en eau libre dans un grand lac comme celui d'Annecy, euh, c'est pas la piscine, quoi. On voit pas les carreaux au fond. Bref, voilà pour la petite histoire, c'est passé quoi. Et ça a été un vrai vecteur de confiance pour moi aussi, de me dire en fait j'en suis capable et c'est passé. Et en plus de me dire, voilà, j'étais pas si ridicule et bah, tout ce que j'ai mis en place avant, ça paye. Euh, Ça a été un grand pas, ouais, vers le Berman, en fait. Attends, tu m'épates vraiment. Allez, je vais me mettre un challenge. Je vais faire la traversée du lac d'Annecy avant le Berman. Et puis si c'était pas passé,
Parce que tu as dit, tu as passé 2 heures, faire 5 Là. bandes pour traverser le lac dans une lessiveuse, dans une machine à laver. C'est passé, ok. Mais et si c'était pas passé? Imagine, tu fais 1000 mètres, tu bois la tasse, tu t'étouffes, il y a un kayak qui te sort de l'eau, et puis tu rentres chez toi. Qu'est-ce qui se serait passé? Pour le coup, tu vois, ta question me fait réfléchir parce que honnêtement, je pense que je me suis pas posé la question. Je pense que je me suis pas posé la question parce que euh, la construction vers ce truc-là était tellement logique à ce moment-là pour moi que, tu vois, enfin, ça faisait, on était quoi, août, alors, mars, avril, mai, juin, ouais, non, allez, ça faisait 4 mois que j'allais à la piscine 2, 3 fois par semaine, que j'étais hyper sérieux, tu vois, dans l'approche. Je m'étais dit, de toute façon, ça va passer. En plus, il y a la combi. Et pour moi, c'était si ça finit en dos crawlé dans la combi, c'était ça, quoi. Mais enfin, ça allait finir. Et si c'était pas passé, je pense que dans ma façon de réfléchir, ça m'aurait donné les clés, ou en tout cas ce qui manquait pour que ça passe le jour J, un mois et demi plus tard. Je pense que c'est un peu comme ça, enfin dans cette logique que j'étais. Et j'avais confiance dans ma capacité en fait à mettre en œuvre ce qu'il fallait pour que ça passe en fait. Je pense que c'est ça. En fait, la vraie clé, c'est ça, je pense. Excellent, excellent. Bon, donc du coup, là, tu as traversé du lac d'Annecy, ça passe. Est-ce que pendant ces 4 mois de préparation où tu nageais 2, 3 fois par semaine, t'incluais quand même toujours de la natation et de la course à pied, ou t'étais vraiment resté que sur la partie, pardon, du vélo et de la course à pied, où tu faisais que de la natation? J'ai peur de Ah la ouais, non, réponse. carrément. Non, non, carrément. J'étais, tu vois, à ce moment-là, j'étais triathlète, ou en tout cas triathlète en devenir, si tu veux. Parce qu'il y avait du vélo, tu vois, l'hiver, j'ai passé pas mal de temps sur Zwift. C'était quand, de toute façon, fin juin, avec mon meilleur pote, on avait l'échéance de la Race Cross France. Donc, il fallait faire du volume en vélo quand même, puisqu'on avait, bon, on avait un beau morceau devant nous. On a fait le 1000 km, qui faisait 1100. Et la course à pied, bah, en fait, dès que je pouvais et dès que ma hanche avait l'air de m'y autoriser, j'allais courir, en fait. Et c'était calé avec mon kiné pour que je fasse ça à la sensation. Et donc, il y avait un peu de volume de course à pied. Et à partir de début juin, c'est là où j'ai commencé à vraiment recourir. T'avais quand même pas trop laissé de côté les 2 autres sports. T'étais un Ah triathlète non, en devenir. Ça représentait quoi comme volume d'entraînement pour toi? On le rappelle, hein, tu n'étais pas triathlète du tout. Donc t'as même pas fait un petit sprint ou un petit courte distance. non, Toi, la seule course de préparation que t'as faite, c'était la traversée du lac d'Annecy. Mais justement, ce que j'essaie de ressortir de ça, c'est l'essence même de ta préparation. Donc au-delà du délire, du défi ou du je vais me lancer dans cette course-là, comment est-ce qu'on se prépare sans se mettre trop de charge mentale, tout en réussissant à concilier aussi vie de famille, parce que tu étais déjà papa, et certainement projet professionnel. Comment est-ce qu'on arrive à trouver cet équilibre? euh, c'est de l'organisation, je pense, beaucoup. Pour répondre à ta question sur le volume, je sais pas, c'est ouais, une dizaine d'heures par semaine. Bon, après, en fonction des semaines, ça dépendait, puisqu'il y a, ouais, il y avait des semaines où il y avait des impératifs et j'en faisais moins que la semaine d'avant ou moins que la semaine d'après. Mais disons que enfin, notre organisation me permettait de le faire et c'était cool. Euh, mais non, non, ouais, les trois étaient très présents. Et après, dans la logique et pour la charge mentale, en fait, je me suis jamais vraiment mis la pression, pas en me disant que j'étais sûr de moi et que ça allait marcher, mais c'est juste en me disant, bah, de toute façon, c'est un défi que je me suis lancé, donc je vais mettre tout en œuvre pour que ça le fasse. Et si ça le fait pas, de toute façon, c'est pas très grave. Donc voilà, moi, ma logique, c'était le triathlon, c'est de la natation, du vélo, de la course à pied. Donc dans mon quotidien, bah, il y avait un peu de vélo, un peu de natation et un peu de course à pied. Bon, c'est comme ça vraiment que j'ai abordé ma préparation en fait.
Après, pour la charge mentale, je viens d'y penser à l'instant. J'ai pas tout inventé tout seul, hein. J'avais quelqu'un qui m'accompagnait à distance. Et pour le coup, je le remercie et je vais profiter de ce moment pour lui faire un clin d'œil. S'il y a du monde qui nous écoute, faut pas hésiter à aller jeter un coup d'œil alors déjà sur la structure Ibex Outdoor. Euh, c'est par cette structure-là que je m'entraînais et, euh, et celui qui m'a fait ma préparation pour toute cette saison-là, c'était Florent Pianezzola. Donc c'est un gars bien sympa qui est de Clermont, Clermont-Ferrand et qui a une super approche, hyper hyper pédagogue et avec qui j'avais des super échanges. Donc ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai aucune compétence dans l'entraînement. Donc en fait, moi quand je l'avais démarché au début, c'était voilà, je me lance dans un truc où il va falloir que je pratique 3 sports au quotidien. Euh, j'ai juste besoin de quelqu'un qui me dise dans quel ordre il faut le faire, quoi. Et en fait, c'est parti de là. Et après, je m'organisais moi pour que ça passe. Bon, donc ça, c'est sur la partie prépa. Maintenant, on est le Mm. jour J. On est en septembre 2022, prêt à se lancer dans ce gros défi du gros nounours du sud de la France. Euh, quel est ton état d'esprit quand tu es sur la plage avant le départ? Alors, mon état d'esprit, plutôt, enfin, même hyper relâché. Et je vais t'expliquer pourquoi. Hyper relâché parce que sur la plage avant le départ, on nous a dit qu'on pouvait mettre les combis. Alors que la veille, on nous avait dit que le lac était trop chaud, qu'il y aurait sûrement pas les combis, mais venez quand même avec, on sait jamais. Et encore une fois, il y a eu beaucoup de vent et la température de l'eau a baissé. Et, euh, et du coup, bah, en fait, moi, je me suis dit, bah, c'est bon, en fait. C'est bon, j'ai déjà fait 5000. Là, faut boucler le truc. Et en fait, dans ma tête, la natation sur cette distance-là était devenue, en fait, anecdotique. Dans le sens où je savais que j'allais passer 1 heure dans l'eau. Et après, en fait, le vrai sujet, il était après parce qu'il fallait tenir 8 ou 9 heures sur le vélo et derrière, je sais plus, 5 ou 6 heures en courant. Et mon seul objectif, c'était, je le disais comme ça parce que je trouve ça marrant et c'est un peu sympa à marketer, mais mon seul objectif, c'était de sortir vivant de l'eau. Une fois que j'étais sorti vivant de l'eau, c'est bon, quoi. Je m'amuse parce que je suis sur le vélo et c'était vraiment ça. Donc, après, voilà, les laid de l'eau et la course, enfin, c'est génial. On part le matin, enfin, on part au flambeau, il fait nuit. Euh, euh, enfin, ouais, non, il y avait de l'ambiance, c'était hyper chouette. On était une centaine, super ambiance. Non, tu vois, sur la plage, j'étais bien, quoi. C'était là, c'était arrivé, ça y est, la préparation, c'était derrière. Maintenant, il fallait aller au bout du truc, quoi. J'adore cette approche. Bon, et donc c'est parti, le coup de feu est donné. La natation, on va peut-être pas forcément revenir dessus, même si en jetant un œil à tes temps, je me dis que t'es quand même pas trop mal pour un mec qui est un phobique de l'eau. Juste là, la sortie de la transition, tu t'apprêtes à enfourcher ton vélo. Cette fois-ci, t'es dans quel état d'esprit? Euh, Bah, déjà, je prends mon temps parce que je suis pas pressé vu ce qu'il reste à faire. Voilà, je prends mon temps, vraiment, je me change. Il n'est pas question pour moi en tout cas, de trifonction ou quoi. Je mets mon gros poncho, je me sèche, je mets mon cuissard de vélo, je mets mon maillot et je suis parti vraiment pour aller faire du vélo, quoi. Donc là, la question, c'est bien manger, bien boire, parce que bah, pendant plus d'1 heure, j'ai pas pu le faire et pourtant j'étais en activité. Euh, L'idée, c'était ça. Et après, juste pour l'anecdote quand même sur la natation. Donc, déjà pour le temps, il faut ramener ça sur 3000 mètres parce qu'on a fait que 3000. Et sur, je sais pas, un tiers de la natation du parcours, on touchait le fond avec les mains en nageant.
tellement il n'y avait pas d'eau. C'était sortie de canicule quoi l'année passée. Et donc c'était à la fois là ça me fait sourire, mais c'était quand même assez catastrophique pour la région aussi, parce que c'est une région où il y a eu des feux et ouais, ça faisait bizarre quand même de nager dans un lac et de toucher le fond en nageant, quoi. Donc ça, voilà, bref, c'était pour l'anecdote. Et du coup, bah voilà, parti en vélo pour 180 bornes, je crois, et 4500 mètres de D+. Donc l'idée, c'était bien manger, bien boire et trouver le rythme. Ouais, parce que c'est ce que j'allais te demander. Après, on l'a dit, hein, le Berman, c'est une des courses les plus difficiles sur le format Ironman. Je crois que c'est même au-delà d'Embrun, qui est pourtant connu pour être un Ironman parmi les plus durs du monde. Bon, hormis ceux qui sont dans le Nord, etc., des Norseman, des trucs comme ça, qui sont au-delà, qui sont vraiment des triathlons de l'extrême. Mais là, le Berman se définit lui-même comme X3, mais XXL. 8 heures sur le vélo, même pour les meilleurs. Attends, comment c'est possible 180 bornes sur un Ironman, on fait 4h30, 5 heures, tu vois. Là, 8 heures. Pourquoi autant? Bah, 8 heures déjà parce que 4500 mètres de dénivelé positif. Et puis des cols. Alors ce qui est hyper sympa, c'est qu'ils nous ont fait passer par des cols qui sont des cols routiers, mais vraiment secondaires, et donc peu pratiqués, et donc avec des routes qui sont pas forcément en super bon état et très sinueuses. Donc toutes ces choses-là qui font que ça prend un peu plus de temps. Et en plus, derrière, bah, il fallait bien garder en tête qu'il nous restait un trail de 42 bornes avec 2200 mètres de dénivelé positif à faire. Donc, j'allais dire, tu prends un peu plus le temps, mais en fait, non, hein, moi, à aucun moment, j'ai pris le temps. En fait, j'étais au rupteur une bonne partie du parcours et, euh, et j'étais quand même content de descendre du vélo. Après, ça vient de me venir, mais par rapport à ta question d'avant, quand je suis monté sur le vélo, le premier truc que je me suis dit, c'est pars tranquille. Parce qu'en fait, c'était la première fois. En fait, quand je suis monté sur le vélo, j'ai réalisé que c'était la première fois de ma vie que je sortais de l'eau et que je partais en vélo. Je me suis dit, putain, mais en fait, c'est la première fois que je fais cette transition. Donc, du coup, j'ai gardé ça en tête et je me suis dit, reste tranquille. Et je pense que ça m'a servi, du coup. Bah ouais, plutôt, ouais. Encore une fois, quand on voit les temps, ça a l'air sympa. Et puis, tu l'as dit, une fois qu'on pose le vélo, on enchaîne sur un petit trail de 42 bornes avec 2200 de Ouais. D+. Sur les 4400 de vélo, on se rend peut-être pas forcément bien compte, mais tu l'as dit, vous passez par des cols. Donc, en plus de la difficulté de l'épreuve, en plus de l'alimentation, j'imagine qu'il y a aussi toute la partie vestimentaire, parce que en septembre, enfin fin septembre dans les Pyrénées, il peut y faire aussi bien magnifiquement beau que se les peler quand on est en haut d'école. Comment tu gères ça aussi? Ouais. Bah là, pour le coup, là, c'était royal. Parce qu'on a eu on a eu des super conditions. Je crois qu'il y avait peut-être un peu de vent sur le vélo, mais non, on a eu des super conditions. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le Berman, il n'y a pas de ravitaillement. C'est-à-dire qu'on est autonome. Donc, c'est nous qui prévoyons nos ravitaillements sur chaque transition. Et sur le vélo, on avait un sac de délestage à peu près à mi-parcours où il fallait qu'on prévoie nous-mêmes ce qu'il allait nous falloir en boisson et ce qu'il allait nous falloir en nutrition. Euh, et donc, du coup, prévoir aussi des vêtements si jamais c'était un peu compliqué. Après, moi, je sais que en vrai triathlète, j'avais quand même une sacoche sur mon vélo. Ouais, non, mais c'est là T'avais où, la roulotte tu aussi vois, qui était derrière, non? ouais, c'est un peu ça. Mais j'avais une petite sacoche avec un coupe-vent. Enfin, tu vois, en fait, j'étais plus en mode, je suis sur un ultra que je suis sur un triathlon où il faut chercher de la perf. Et de toute façon, avec 4500 mètres de D+, déjà, tu vas pas avec un vélo aéro et tu vas pas en cherchant les grammes. Le plus important, c'est de s'économiser et de bien gérer. Et ça a été la clé, en fait.
Tu m'étonnes. Donc tu poses le vélo après plus de 8 heures d'effort sur le vélo et pas que après la natation. Et puis là, tu commences à attaquer le trail. J'ai vu en regardant ces résultats que tu as une progression impressionnante. Tu sors, enfin tu fais le 13e temps vélo, le 13e temps natation, je crois, un truc comme ça. Non, 29e temps natation. Tu fais Ouais. le 10e temps vélo. Et puis par contre, en course à pied, qu'est-ce qui s'est passé en fait? T'étais, Je c'était ton fais second souffle? deuxième, je crois, un truc comme ça. Ouais, tu fais troisième temps a priori. Non, ou troisième. En fait, pour moi, c'était parfait parce que je commence par le truc le plus compliqué, dans ma tête en tout cas, qui est la natation. Parce que il y a 6 mois, je savais pas nager. Donc je me dis, le plus dur, il est là. Après, je me dis, je fais le vélo. Alors le vélo, c'est mon kiff, mais c'est pas le sport dans lequel je m'entraîne pour être performant. Donc je me dis, voilà, le vélo. Au Bon, moment de l'année poser le prochaine, t'es vélo, réinvité, mais en BMX par contre. là, 8 heures, c'est 80 heures qu'il va falloir. Et en fait, déjà le vélo à la fin, j'en avais marre parce que l'effort est quand même vraiment exigeant et l'école était complexe. Donc j'étais content de poser le vélo et je me dis, voilà, contrairement, en fait, dans ma tête, je m'étais dit, mais je vais à l'inverse de la plupart des gens qui font du triathlon. Où il y en a beaucoup qui viennent de la natation, ou qui sont très à l'aise là, ou qui viennent du vélo. Et moi, en fait, je pose le vélo et je me dis, bah ça y est, je suis dans mon jardin maintenant. Et c'est là où c'était sympa, en fait. C'est que moi, je pose le vélo avec le sourire. Je me dis, ça y est, là je vais courir. Ça va être dur, mais là, je vais courir. Et en plus, la spécificité de ce parcours, c'est qu'on attaque en fait, on fait 1 kilomètre vertical. Donc, on prend 1000 mètres de dénivelé positif sur 5 km 5. Et après, on fait 15 bornes de descente. Donc, typiquement, le genre de truc, en plus, moi, qui m'amuse. En tout cas, qui me plaît. Où faut monter, faut prendre un peu son mal en patience. Tu sais que tu vas mettre 1 heure pour monter les 1000 mètres et faire les 5-6 kilomètres. Et, euh, et ouais, c'était vraiment le plaisir de poser le vélo et d'attaquer la course à pied. Et je me rappelle un, peut-être de manière un peu présomptueuse, avoir commencé à monter en courant. Bon, très vite, les gens m'ont dit, tu viens de faire 9 heures de vélo, calme-toi. Mais, euh, mais ouais, non, j'étais, en fait, quand j'ai vu les résultats, je me suis presque dit, en fait, c'était logique dans le sens où c'était aligné avec mon ressenti bon, ok, j'ai fait la natation, ça c'est bon, il faut que ça soit passé. Le vélo, bah, c'était cool, je suis content de poser le vélo. Maintenant, on va courir et ça va être cool. Et 42 bornes avec la même banane, la même patate, la même joie de se dire allez maintenant on va courir, ça va être cool. Ou au bout d'un moment ça commence à coincer un peu quand même. La même banane, pas forcément, parce qu'il y a quand même de la fatigue. On pose le vélo après 10 heures de course. Et en fait, la course à pied, ce qu'il faut savoir sur le Berman, c'est qu'on fait deux boucles de coup de 21 km. Donc, on attaque par ce fameux kilomètre vertical. Et en fait, tout ce qu'on fait la première boucle, on sait qu'il va falloir le refaire. Et potentiellement de nuit, enfin, certainement de nuit, puisque la nuit arrive. Et donc, le premier tour, je me suis dit, vas-y tranquille, pour vraiment, parce que moi, mon objectif en course, hein, c'est de profiter et de pas me faire mal et, et de pouvoir tout donner jusqu'à la fin, mais en profitant, en fait. Donc, c'est compliqué souvent d'aller arriver à aligner ces deux curseurs-là. Mais je me suis dit, premier tour, vas-y, mais sois pas trop prétentieux. Envers toi-même, en fait, pour pas souffrir le deuxième, pas trop souffrir. Et en fait, je fais le premier tour, ça se passe plutôt bien. Je prends mon temps, du coup, parce qu'en fait, j'avais mon ravito sur la transition, en fait, parce qu'on revient au même endroit de la transition. Donc là, je prends mon temps, je mange, et là, je repars par contre déterminé. Je me dis là, j'ai 5 kilomètres à faire, il faut que je fracasse cette ascension. Et après, 15 bornes de descente, c'est roulant. Je sais que même détruit, mes jambes, enfin, ça va le faire, quoi. Il faut que je finisse
Et pour moi, ça se jouait dans cette dernière ascension. Enfin, ma course à moi se jouait là pour aller vraiment au bout du truc. Et, euh, et dans la dernière boucle, en fait, ce qui est sympa pour moi, moins pour eux, c'est qu'on rattrape des gens qui sont dans leur première boucle. Mais du coup, ça motive. Je vois des frontales et tout. Je remonte et euh, et à 2 bandes de l'arrivée, parce que moi, je me dis de toute façon, je sais pas où ils sont devant, je sais pas où ils sont derrière. Donc en fait, du coup, il faut que j'avance parce que je veux pas me faire rattraper. Et voilà, par inadvertance, peut-être que je rattraperai quelqu'un. Et en fait, à 2 bandes de l'arrivée, j'arrive, je remonte sur un des concurrents du coup de du full et euh, et en fait, j'étais super bien. Je me suis dit, j'étais super bien. Et je fais les 2 derniers kilomètres à bloc, en me disant, bah voilà, il y aura certainement peut-être mes parents, il y aura ma sœur, il y aura ma femme, parce ils étaient venus. On a passé un super week-end ensemble en fait. C'était, et, euh, et du coup, c'est chouette. On va célébrer ça et puis ça sera fini. Donc ouais, non, franchement, ça a été vraiment plaisant et ouais, c'était chouette. Bon, et au final, tu passes la ligne au pied du podium, hein, parce que tu fais 6, mon cochon, pour un mec qui est triathlète par inadvertance, qui se dit un jour en sortant de la piscine après un 50 mètres suffocant, allez, je vais pas en rester là, je vais me lancer dans un défi. C'est franchement pas mal. Quelle leçon tu tires de tout ça encore aujourd'hui? Alors, je parle pas forcément du Berman, mais de cette envie de te dire, je vais pas rester sur ce 50 mètres où j'ai failli mourir. Du coup, je me lance dans un objectif. De cet objectif, bah, ça lance une prépa. La prépa, elle se déroule comme elle se déroule, mais plutôt bien a priori. Je fais ma course et je termine ma course au pied du podium, mais avec, j'imagine, une banane jusqu'au-dessus des oreilles. Bah, déjà, le premier enseignement, c'est que ce triathlon, je pense que c'est pas un triathlon comme les autres, mais vraiment pas. Enfin, et c'est pour ça qu'il me, qu'il a pu me correspondre. Parce que si demain je fais un Ironman classique, le classement et la performance, ça sera jamais la même parce que je suis moins fait pour ça, déjà. Donc je me suis trouvé dans quelque chose où je me faisais plaisir. Et voilà. Après, l'autre enseignement, c'est que moi, il me faut enfin, j'avance un peu au défi. J'avance même carrément au défi et j'ai besoin de ça, ça me motive. Et après, ça, c'est un truc dont j'ai pris conscience un peu plus tard, c'est qu'en fait, il faut se faire confiance. Et que avoir confiance, alors notamment avoir confiance en soi, en fait, c'est, c'est se dire que, bah, en fait, j'ai la capacité de me donner les moyens pour atteindre mes objectifs. En fait, c'est beaucoup ça. Et je me suis dit, en fait, ces efforts-là, ils sont interdits à personne. Par contre, il faut avoir la bonne démarche. Et pour le coup, je me suis pas lancé de ça en me levant un jour de mon canapé après 10 ans à un bureau ou à avoir passé ma vie dans mon canapé. C'est ça aussi, en fait, l'apprentissage. C'est que tout ce que j'ai fait avant, ça m'a permis d'aller vers ce truc-là euh, en adoptant la bonne démarche. Et la bonne démarche, pour moi, ça a été de décomposer la chose, de pas la voir comme un énorme truc compliqué, mais plutôt de voir quelles sont les composantes, qu'est-ce que je sais déjà faire. Euh, sur ce que je sais déjà faire, bah, comment je fais pour savoir encore mieux le faire. Et sur ce que je sais pas faire, bah, comment je fais pour demain être capable de le faire. Et en fait, tout ça, ça m'a donné confiance. Et la confiance, c'est ça, c'est euh, c'est se dire on est capable enfin, de se donner les moyens de ses ambitions, en fait. Waouh, bah écoute, merci pour la masterclass, mesdames, messieurs qui écoutez. Il faut passer à la fin du podcast, vous passez à la caisse. Non, écoute, c'est super, ces infos et ces enseignements que tu retires de tout ça. Est-ce que il y avait autre chose que tu voulais ajouter, que ce soit sur cette expérience-là ou sur le reste de ton expérience, qu'elle soit triathlétique ou pas? Ouais, bah, en fait, dans l'expérience, comme moi je la vois, en fait, cette année-là, ça a été une vraie année transformatrice pour moi.
parce que j'ai pris conscience de tout ce que je viens de te partager, mais ça s'est fait aussi parce que ça a été un tournant dans ma vie, puisqu'on est rentré à Saint-Étienne, hein, euh, juste avant, et que j'ai démissionné de chez Decathlon où j'ai travaillé pendant presque 10 ans. Et j'ai choisi de faire autre chose de ma vie professionnellement. Euh, donc, je me suis formé et ça a été une formation. Cette formation a été transformatrice aussi. Donc, en fait, j'ai pris conscience de beaucoup de choses sur moi. Et la Berman, en tout cas la préparation, a fait partie de cette expérience. Donc, c'est ça qui était chouette en fait. J'ai beaucoup appris sur moi avec et par cette démarche-là. Oh, bah écoute, en espérant que ça ait inspiré notre audience, Jonathan, on commence toujours de la même manière ce podcast et on le termine aussi toujours de la même manière avec 2 questions. La première, bah, le podcast s'appelant Devenir triathlète. Je te le demande, comment devenir triathlète, Jonathan? Comment devenir triathlète? En se faisant confiance, en allant à la piscine, en faisant du vélo et en courant. Je crois que c'est ce que je retiens. Et j'ai envie de rajouter un peu une question spécialement pour toi, mais une fois qu'on est devenu triathlète et qu'on s'assume pas en tant que triathlète, en tout cas à l'instant T, est-ce que ça te donne envie de remettre le couvert un de ces 4? Ouais, ce sera l'opportunité. Tu vois, typiquement, alors je vais pas lui mettre la pression, même si je lui dirais d'écouter le podcast, mais euh, ma petite sœur m'a dit qu'elle était peut-être intéressée pour faire un triathlon en 2024, potentiellement un M. Et je lui ai dit, bah, si tu t'inscris, je le ferai avec toi. Donc, ce sera ça, ce sera l'opportunité, en fait. Parce que le plus important, en fait, c'est de rester dans une pratique où on se fait plaisir. Enfin, pour moi, c'est la base. Et aujourd'hui, j'accompagne mes clients dans cette dynamique-là, le bien-être et le plaisir. Et c'est ça qui permet la performance. Ah, je suis tellement d'accord avec toi. Pour info, sans vouloir lui mettre la pression, mais je le dis quand même et je lui dirai de l'écouter. C'est bon là, tu lui as collé une sacrée pression. Donc la sœur de Jonathan, si tu nous écoutes, on t'embrasse. Tu nous diras faire quelle course tu jettes ton dévolu. Il me semble que l'année prochaine, il y en a une qui est pas trop mal, où les gens nagent dans la Seine, courent autour de Paris et ressortent normalement en levant les bras. Bon, c'est un petit peu difficile d'accès parce qu'il faut quand même avoir un super niveau en triathlon, mais ne serait-ce que pour la voir et pas forcément pour la pratiquer, la course des JO, ça peut être pas mal, non? Ouais. Je suis pas sûr que la prépa rentre dans le timing, mais pourquoi pas? Non, ça devrait plutôt se situer vers Vichy, je crois, elle m'avait dit. Il y a un triathlon sympa là-bas. Ouais, il y a quelques tris sympas là-bas. Il y a aussi quelques Ironman qui sont assez sympas, notamment à Vichy. Mais en tout cas, tu nous diras ce qu'il en est et puis on suivra avec attention. Et justement, pour suivre, Avec ça plaisir. c'est vraiment la dernière question du podcast. Où est-ce que on te retrouve, Jonathan, t'aider si on veut te suivre, t'accompagner, te poser des questions sur cet échange qu'on a eu aujourd'hui ou voir éventuellement venir avec toi pour accompagner ta sœur sur le prochain triathlon? C'est assez simple, hein. Je suis sur Instagram. Je suis pas hyper actif, mais j'y suis. Euh, Sur Google, si vous tapez mon nom, vous allez trouver certainement des liens. Et sur LinkedIn aussi, puisqu'on s'y est rencontrés. Voilà. Mon nom, mon prénom, et normalement, il y en a pas beaucoup qui s'appellent comme ça. Ouais, et puis sinon, devenirtriathlète.com, vous allez chercher l'épisode avec Jonathan, et puis on met toujours le lien vers un des réseaux sociaux pour pouvoir vous contacter. Donc, en l'occurrence, soit Il faut Insta, pas hésiter. soit LinkedIn. Merci beaucoup, Jonathan, pour ce moment qu'on a passé ensemble. J'espère que t'as passé un bon moment, t'as apprécié cette expérience podcast. Ouais, c'était génial. Merci à toi déjà pour la confiance. J'espère que j'ai pas trop raconté de conneries. Et ouais, ça, en fait, c'est un bonheur de se replonger dans des expériences passées et notamment des belles expériences comme peut l'être la Berman. Yes, c'est une course qui donne envie quand même. Alors moi, c'est dommage, j'ai rangé le vélo dans le garage et Ouais. je vais pas le ressortir, un peu comme ton BMX. Mais c'est vrai que ne serait-ce que pour la beauté de l'effort en lui-même, en elle-même, la beauté, ça donne envie d'y aller. Donc peut-être qu'un de ces 4, je succomberai aux Et, sirènes. et pour le coup, je pense qu'il n'y a plus besoin de leur faire de pub, mais voilà, la famille Ledlow, merci pour leur accueil, merci pour
la joie et l'intensité qu'ils mettent dans l'organisation de cette course, qui est une course familiale en fait. Et c'est génial, c'est des passionnés. Si on parle anglais, il faut y aller parce que c'est une grosse bande d'anglo-saxons qui habitent dans la région. Et ouais, c'était un bonheur. C'était vraiment un bonheur de participer à cette course qu'ils organisent avec le cœur. Eh ben écoute, le message est passé. Merci encore Jonathan. On te souhaite une bonne journée, une bonne Merci à toi. continuation. Et puis, chers auditrices, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Merci, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.